Pourquoi l'homme le plus puissant du monde écrivait-il comme s'il avait peur d'être oublié par lui-même? Imagine un instant ceci. Tu es l'homme le plus puissant de ton époque, ton nom est gravé sur les monnaies, tes décisions font vivre ou mourir des milliers de personnes. Tu commandes des armées, des villes, des provinces entières. Et pourtant, chaque nuit, à la lueur d'une lampe, tu écris des phrases que tu ne destines à personne. Pas à ton peuple, pas à l'histoire, pas même à ta famille. Tu écris pour toi, contre toi. Pourquoi? Pourquoi Marc Aurèle, empereur de Rome, au sommet absolu du pouvoir, éprouvait-il le besoin de se rappeler, encore et encore, de ne pas se laisser emporter par la colère, par l'orgueil, par la peur ou par le désespoir? Pourquoi cet homme, que l'on présente aujourd'hui comme un modèle de sagesse, se parlait-il comme à quelqu'un qui risquait de faillir à tout moment? C'est ici que commence la vraie histoire, pas celle des citations Instagram, pas celle des vidéos YouTube répétées à l'infini, mais celle d'un homme réel, fragile, lucide et profondément inquiet de ce que le pouvoir pouvait faire de lui. Car une chose est certaine, et rarement dite. Les Méditations de Marc Aurèle ne sont pas un livre de sagesse destiné au monde. Ce sont des notes privées, un dialogue intérieur, un combat quotidien. Et si elles avaient été publiées de son vivant, elles auraient probablement été jugées étranges, trop personnelles, trop sévères envers lui-même. Alors posons la vraie question. Que se passait-il réellement dans la tête de Marc Aurèle pour qu'un empereur écrive comme un homme qui se méfie de lui-même? Pour comprendre cela, il faut oublier, pendant un instant, l'image figée du sage stoïcien. Il faut revenir à l'homme, à l'enfant, à l'étudiant, au dirigeant épuisé, au père inquiet, et surtout, à l'être humain placé dans une position que très peu peuvent imaginer. Marc Aurèle n'est pas né empereur. Il n'a jamais cherché le pouvoir. Et surtout fait rarement mentionner. Il n'a jamais été préparé émotionnellement à ce qu'il allait devoir endurer. On aime raconter que Rome était à son apogée sous son règne, c'est vrai, en partie. Mais on oublie souvent de préciser le prix humain de cet apogée. Des guerres interminables aux frontières. Une pandémie dévastatrice, des trahisons politiques, des deuils personnels. Et une pression constante. Celle de devoir rester juste, rationnel et maître de soi, quand tout autour pousse à la brutalité. Marc Aurèle n'écrit pas parce qu'il est sage. Il écrit parce qu'il doit le devenir pour survivre. Et c'est là que ce documentaire prend une direction différente. Car nous n'allons pas te dire « Voici ce que Marc Aurèle pensait ». Nous allons te montrer pourquoi il pensait ainsi. Dans quel contexte précis, à quel moment de sa vie. Et surtout, ce qu'il tentait de se rappeler quand personne ne le regardait. Peu de gens savent, par exemple, que Marc Aurèle a écrit une grande partie de ses notes non pas dans le confort d'un palais romain, mais dans des camps militaires, entourés de soldats, de maladies, et de la perspective constante de la mort. Peu de gens savent que ses écrits trahissent une fatigue mentale profonde. Une lutte contre l'irritation, contre le découragement, et contre la tentation du cynisme. Et encore moins comprennent ceci. Le stoïcisme de Marc Aurèle n'est pas une philosophie abstraite. C'est un outil de survie psychologique. Ce documentaire va donc faire une chose que peu osent faire. Il va désacraliser Marc Aurèle sans le diminuer. Il va montrer ses forces sans cacher ses failles. Il va expliquer ses pensées sans les transformer en slogans. Et surtout, il va répondre à des questions que l'on pose rarement. Pourquoi Marc Aurèle se reprochait-il si souvent sa propre colère? Pourquoi insistait-il autant sur l'impermanence de la gloire? Pourquoi craignait-il de devenir injuste alors qu'il détenait tous les pouvoirs? Et surtout, pourquoi a-t-il laissé l'empire à un fils dont il connaissait les limites? Ces questions ne seront pas survolées. Elles seront traitées avec rigueur, sources historiques à l'appui, et sans jamais romancer ce qui n'a pas besoin de l'être. Car la vérité est plus captivante que le mythe. À la fin de cet épisode,
tu ne verras plus Marc Aurèle comme un simple empereur philosophe. Tu comprendras pourquoi il doutait, pourquoi il écrivait, et pourquoi, malgré toute sa sagesse, il restait profondément humain. Mais avant d'en arriver là, il faut revenir au tout début. Avant les armées, avant le trône, avant le stoïcisme. À une époque où Marc Aurèle n'était encore qu'un enfant discret, observé de loin par le pouvoir, sans savoir que sa vie ne lui appartiendrait bientôt plus. C'est là que commence réellement son histoire. Pour comprendre l'homme qu'il est devenu, il faut revenir à l'enfant qu'il était, et à ce que Rome a décidé pour lui, bien avant qu'il puisse choisir. L'enfant que Rome avait déjà choisi. Marc Aurèle n'est pas né dans la grandeur. Il est né dans une famille aisée, respectée, mais pas impériale. Rien, à sa naissance, ne le destinait officiellement à devenir l'homme le plus puissant du monde. Et pourtant, dès ses premières années, sa vie va être observée, orientée, modelée par des forces qu'il ne comprend pas encore. Marc Aurèle naît en l'an 121 après Jésus-Christ, sous le nom de Marcus Annius Verus. Son père meurt alors qu'il est encore très jeune. Un événement souvent mentionné, mais rarement mesuré à sa juste portée. Car dans la Rome antique, la mort du père n'est pas seulement une perte affective. C'est une fragilisation sociale, un vide d'autorité, un déséquilibre intérieur. Marc Aurèle grandit donc très tôt, avec une conscience aiguë de la fragilité humaine. Et ce n'est pas un détail. Les textes antiques décrivent un enfant sérieux, réservé, peu attiré par les jeux bruyants, déjà porté vers l'observation plutôt que l'exhibition. Mais attention, il ne faut pas romantiser cet enfant. Marc Aurèle n'est pas un sage miniature. Il est un enfant exposé, entouré d'adultes puissants, dont les attentes dépassent de très loin son âge. Car très tôt, quelqu'un le remarque. Pas un professeur, pas un philosophe. Un empereur. Hadrien. Hadrien n'est pas un homme sentimental. C'est un stratège, un bâtisseur, un politique lucide. S'il s'intéresse à Marc Aurèle, ce n'est pas par tendresse. C'est parce qu'il voit en lui quelque chose de rare. Une discipline intérieure, une capacité à se contenir, une absence de vanité. Et surtout, une chose extrêmement précieuse pour Rome. Un tempérament difficile à corrompre. À partir de ce moment-là, la vie de Marc Aurèle change sans qu'il le sache vraiment. Il est intégré, progressivement, dans un cercle d'éducation d'élite. Pas pour devenir heureux, pas pour s'épanouir, mais pour être utile. On lui enseigne très tôt le respect des règles, la retenue, la maîtrise de soi. Il apprend à se taire avant d'apprendre à parler, à écouter avant d'agir. Ce n'est pas une éducation douce. C'est une éducation politique. Marc Aurèle comprend rapidement une chose, même s'il ne la formule pas encore. Sa vie ne lui appartient plus totalement. Et pourtant, il ne résiste pas. Pourquoi ? Parce que Marc Aurèle possède une caractéristique qui va définir toute son existence. Il accepte la nécessité avant de désirer la liberté. Il ne se rebelle pas, il s'adapte. Mais cette adaptation a un prix. Très tôt, il développe une forme de rigidité intérieure. Un besoin constant de se surveiller, de corriger ses pensées, de ne pas se laisser aller. C'est ici que naît, lentement, le futur stoïcien. Pas comme une posture intellectuelle, mais comme un mécanisme de protection. Car Marc Aurèle comprend quelque chose de fondamental. Dans le monde où il vit, l'émotion non maîtrisée est une faiblesse mortelle. À l'adolescence, il adopte des habitudes austères. Il porte des vêtements simples, il dort parfois à même le sol, il évite les plaisirs excessifs. Pas par morale, mais par préparation. Il se forge. Et ce qui est fascinant, c'est que personne ne l'y force directement.
Marc Aurèle se force lui-même. Pourquoi? Parce qu'il ressent, confusément, qu'on attend de lui quelque chose de précis. Et cette pression invisible est parfois plus lourde que la contrainte explicite. Adrien, vieillissant, prépare la succession impériale. Et Marc Aurèle se retrouve, sans le demander, au cœur de calculs politiques complexes. Il est adopté symboliquement, rebaptisé, positionné. Chaque geste, chaque décision concernant son éducation vise un seul objectif: en faire un homme stable dans un monde instable. Mais il y a un problème. Marc Aurèle n'a pas le tempérament d'un conquérant. Il n'a pas l'âme d'un dominateur. Il n'aime ni la violence, ni la brutalité, ni l'arrogance. Et Rome, elle, ne pardonne pas la faiblesse. Alors une tension se crée. Une tension qui ne le quittera jamais. D'un côté, une exigence de fermeté absolue. De l'autre, une nature introspective, réfléchie, presque mélancolique. C'est à cette époque qu'il découvre réellement la philosophie. Pas comme un loisir, pas comme une mode intellectuelle, mais comme une béquille mentale. Les enseignements stoïciens lui offrent quelque chose de précieux. Une manière de rester droit sans devenir dur. Il apprend que certaines choses ne dépendent pas de lui. Que la réputation est instable, que la gloire est éphémère, que le pouvoir n'est jamais total. Ces idées ne sont pas abstraites pour lui, elles répondent à une angoisse réelle. Car plus il avance dans sa formation, plus il comprend ceci. Il sera empereur non parce qu'il le veut, mais parce que Rome l'exige. Et c'est là que réside le paradoxe fondamental de Marc Aurèle. Il ne cherche pas le pouvoir, mais il ne le fuit pas non plus. Il se prépare à l'assumer comme on se prépare à une épreuve dont on connaît déjà la dureté. Marc Aurèle devient adulte avec une maturité précoce, mais aussi avec une fatigue intérieure que peu perçoivent. Il sourit peu, il parle avec mesure, il observe beaucoup. Ce n'est pas un homme détendu, c'est un homme conscient. Conscient que chaque faiblesse personnelle pourrait devenir une catastrophe publique. Conscient que Rome ne lui demandera jamais s'il est prêt. Et lorsque, finalement, le pouvoir s'approchera réellement de lui, Marc Aurèle ne ressentira pas de joie, il ressentira un poids. Mais cela, c'est l'étape suivante de son histoire. Marc Aurèle n'a pas été choisi pour sa force, mais pour sa retenue. Et Rome allait bientôt lui demander plus que ce qu'un homme devrait porter. Marc Aurèle ne devient pas empereur d'un coup, il est lentement façonné pour le devenir. Et cette lenteur est trompeuse, car derrière elle se cache une pression constante, silencieuse, invisible, mais écrasante. Lorsqu'Adrien décide officiellement de préparer sa succession, il ne choisit pas Marc Aurèle directement comme héritier unique. Il met en place un système de transmission politique, complexe, calculé, typique de Rome. Marc Aurèle est adopté par Antonin le Pieux, lui-même désigné comme futur empereur. Ce n'est pas une adoption affective, c'est une adoption stratégique. À partir de ce moment-là, Marc Aurèle entre dans une zone étrange de l'existence. Il est presque empereur, sans l'être encore. Et cette position est psychologiquement redoutable. Il doit incarner l'avenir, sans disposer du pouvoir présent. Il doit être exemplaire, sans pouvoir décider. Il doit se taire, tout en observant tout. Antonin le Pieux, contrairement à Adrien, est un homme calme, méthodique, conservateur. Son règne est stable, mais cette stabilité a un prix. Une exigence morale élevée, presque rigide. Marc Aurèle est constamment observé. Ses gestes, ses paroles, ses fréquentations. Chaque excès est noté, chaque retenue est valorisée. Et très vite, Marc Aurèle comprend une règle implicite. Il n'a pas le droit à l'erreur. C'est ici que sa formation stoïcienne devient centrale. Il étudie la rhétorique, le droit,
la philosophie. Mais il ne les étudie pas comme un étudiant ordinaire. Il les étudie comme quelqu'un qui devra un jour répondre de tout. Le stoïcisme n'est pas présenté comme une sagesse abstraite. Il est présenté comme une discipline de gouvernant. Contrôler ses émotions, ne pas réagir sous l'impulsion, accepter ce qui ne dépend pas de soi. Ces principes ne sont pas décoratifs, ils sont vitaux. Car Marc Aurèle est conscient d'une chose que peu osent dire. Le pouvoir révèle ce que l'homme ne maîtrise pas encore. Et lui, justement, se méfie de ce qu'il pourrait devenir. Ses écrits ultérieurs le confirmeront. Il se reprochera souvent son impatience, son irritation face à la bêtise, sa lassitude envers les hommes. Cela signifie une chose importante. Marc Aurèle n'était pas naturellement indulgent, il devait le devenir par effort. Durant ces années de formation, il vit dans une tension permanente. D'un côté, une admiration sincère pour la vertu, la raison, la maîtrise de soi. De l'autre, une fatigue intérieure, un sentiment d'être enfermé dans un rôle qu'il n'a pas choisi. Et pourtant, il ne rompt pas. Pourquoi ? Parce qu'il croit profondément que refuser sa fonction serait une faute morale. Marc Aurèle n'est pas un révolutionnaire, il ne remet pas en cause l'ordre romain, il cherche à l'habiter correctement. Et cela le conduit à une posture rare. Il accepte le pouvoir comme un devoir, non comme un privilège. Mais cette posture a un coût psychologique immense. Il n'a pas de soupape, pas d'espace privé réel, pas de lieu où déposer ses doutes. Alors il internalise tout. Il observe ses pensées, il les corrige, il se parle intérieurement. Ce dialogue interne deviendra plus tard les méditations. Mais à ce stade, il n'écrit pas encore. Il endure. Et lorsqu'Antonin le Pieux vieillit, la perspective du pouvoir cesse d'être abstraite, elle devient imminente. Marc Aurèle sait ce qui l'attend. Il sait que Rome n'est pas clémente. Il sait que l'Empire est vaste, instable, violent. Il sait que gouverner, c'est arbitrer entre le mal et le pire. Et surtout, il sait qu'un empereur stoïcien sera constamment mis à l'épreuve. Car Rome n'aime pas la faiblesse morale, mais elle n'aime pas non plus l'excès de scrupules. Marc Aurèle va devoir marcher sur une ligne étroite. Et bientôt, il ne pourra plus reculer. Marc Aurèle n'était pas préparé à dominer, mais à se maîtriser. Et Rome allait bientôt lui demander bien plus que de la sagesse. En l'an 161 après Jésus-Christ, Antonin le Pieux meurt. Marc Aurèle devient empereur. Mais il fait quelque chose d'inhabituel, quelque chose de révélateur. Il refuse de gouverner seul, il partage immédiatement le pouvoir avec Lucius Verus. Ce choix intrigue, et il est souvent mal compris. Certains y voient une stratégie politique, d'autres, un compromis imposé, mais il y a une raison plus profonde. Marc Aurèle sait que le pouvoir absolu isole, déforme et corrompt. Partager le pouvoir, c'est aussi se protéger. Dès le début de son règne, il refuse les excès cérémoniels. Il reste sobre, mesuré. Mais la réalité le rattrape très vite. Les frontières de l'Empire s'embrasent, les Parthes à l'est, les peuples germaniques au nord. Rome entre dans une période de conflit quasi continu. Marc Aurèle, l'homme des livres et de la réflexion, devient un empereur de guerre. Et ce basculement est brutal. Il quitte Rome. Il passe des années dans les camps militaires, dans le froid, dans la boue, dans la proximité constante de la mort. C'est ici que s'effondre le mythe de l'empereur philosophe détaché. Marc Aurèle est épuisé. Physiquement, mentalement, moralement. Il voit mourir ses soldats, il voit souffrir les populations, il doit prendre des décisions irréversibles. Et c'est dans ce contexte précis qu'il commence à écrire. Pas pour philosopher, mais pour tenir. Ses notes ne sont pas structurées. Elles sont répétitives,
insistante. Pourquoi? Parce qu'il lutte contre lui-même. Il se rappelle de rester juste, de ne pas haïr, de ne pas se laisser submerger par l'amertume. Il écrit comme quelqu'un qui sent la colère monter. Il écrit comme quelqu'un qui se méfie de son propre pouvoir. Et pendant ce temps, une catastrophe frappe l'Empire. La peste antonine. Une pandémie dévastatrice, des millions de morts, des villes entières décimées. Marc Aurèle gouverne un monde en crise permanente. Il n'a pas le luxe de la théorie. Chaque jour est une épreuve. Et pourtant, il persiste à croire que la dignité intérieure est la seule chose qu'aucune crise ne peut lui enlever, mais à quel prix? Marc Aurèle découvre alors une vérité brutale. On peut être juste, et pourtant impuissant face au chaos. Marc Aurèle n'a jamais rêvé d'être un empereur conquérant. Et pourtant, le destin de son règne sera inséparable de la guerre. Pas une guerre glorieuse, pas une guerre rapide, mais une guerre longue, sale, épuisante. Au nord de l'Empire, les frontières cèdent. Les peuples germaniques pressent les lignes romaines, les légions sont sollicitées sans répit. Marc Aurèle passe des années loin de Rome. Il vit dans des camps militaires, il partage le quotidien des soldats. Le froid, la fatigue, l'odeur de la mort. C'est ici que beaucoup d'illusions tombent. Car gouverner depuis le terrain n'a rien à voir avec gouverner depuis un palais. Marc Aurèle doit décider. Qui vit, qui meurt, qui est sacrifié pour préserver l'équilibre général. Et aucune philosophie ne prépare vraiment à cela. C'est dans ces conditions extrêmes qu'il commence à écrire de manière plus régulière. Pas sur des parchemins destinés à être lus, mais sur des carnets personnels, des notes brutes. Il n'écrit pas pour convaincre, il écrit pour se rappeler. Se rappeler de rester humain, se rappeler que la colère est un piège, se rappeler que la mort est naturelle. Il écrit parfois au milieu du chaos, entre deux décisions militaires, entre deux nouvelles funèbres. Et pendant ce temps, une autre catastrophe s'abat sur l'Empire. La peste antonine. Une pandémie d'une ampleur rarement égalée dans l'Antiquité. Elle frappe Rome, les provinces, les armées. Des millions meurent. Marc Aurèle n'a aucun remède miracle, aucune solution divine. Il doit gouverner dans l'incertitude totale. Les temples sont pleins, les superstitions explosent, la peur est partout. Et pourtant, il refuse de céder au mysticisme facile. Il maintient une ligne rationnelle, il soutient les institutions, il tente de préserver la cohésion sociale. Mais intérieurement, le poids est immense. Ses écrits trahissent une obsession. Ne pas se laisser détruire par ce qu'il ne contrôle pas. Il se répète que tout est éphémère, que la vie humaine est brève, que la renommée est vide. Non pas parce que c'est beau à dire, mais parce que c'est la seule manière de ne pas sombrer. Marc Aurèle découvre une vérité que peu acceptent. Le stoïcisme n'est pas une posture de confort, c'est une discipline de survie en temps de crise. Et plus les catastrophes s'enchaînent, plus ses notes deviennent insistantes. Il se parle comme on parle à quelqu'un. Au bord de l'épuisement. Il se rappelle de ne pas haïr les hommes, même quand ils sont ingrats. De ne pas mépriser la faiblesse, même quand elle ralentit tout. Ce n'est pas un homme détaché. C'est un homme en lutte permanente. Et pourtant, malgré tout cela, Marc Aurèle continue à gouverner. Sans éclat, sans théâtralité, avec une endurance presque douloureuse. Mais une question commence à se poser. Peut-on rester juste trop longtemps dans un monde injuste, sans y laisser quelque chose? Plus Marc Aurèle tentait de rester maître de lui-même, plus le monde autour de lui semblait s'effondrer. Et c'est là que sa philosophie prend un sens radicalement différent. On parle souvent du stoïcisme comme d'une philosophie froide, c'est une erreur. Chez Marc Aurèle,
Le stoïcisme est profondément émotionnel, mais il est canalisé. Lorsqu'il écrit « Supporte et abstiens-toi », il ne récite pas une doctrine. Il se parle à lui-même comme on parle à quelqu'un qui pourrait perdre pied. Marc Aurèle n'écrit pas pour devenir sage. Il écrit parce qu'il sait qu'il peut devenir injuste. C'est une nuance essentielle. Ces notes révèlent un homme facilement irrité par la bêtise, lassé par l'ingratitude, tenté par le retrait. Il se reproche souvent sa dureté intérieure. Pourquoi? Parce qu'il sait que le pouvoir amplifie chaque défaut. Et c'est là que le stoïcisme devient, chez lui, un contre-pouvoir intérieur. Il se rappelle que les autres agissent selon ce qu'ils comprennent. La nature humaine est imparfaite. Se mettre en colère n'améliore rien. Ce ne sont pas des maximes abstraites, ce sont des antidotes. Il se répète les mêmes idées parce que le contexte ne change pas. La guerre continue, les trahisons existent, les erreurs se répètent. Et Marc Aurèle comprend une chose fondamentale. La sagesse n'est pas un état atteint une fois pour toutes. C'est une tension permanente. Il n'y a pas de victoire définitive sur soi-même, seulement une vigilance constante. C'est pour cela que ses écrits sont répétitifs. Non par pauvreté intellectuelle, mais par nécessité psychologique. Chaque rappel est une encre. Et pourtant, malgré toute cette lucidité, un échec majeur approche. Un échec intime, personnel, irréversible. Car Marc Aurèle est aussi un père. Et c'est là que sa philosophie va rencontrer ses limites les plus douloureuses. Marc Aurèle pouvait gouverner un empire, maîtriser ses colères et affronter la mort. Mais il ne pouvait pas tout contrôler, surtout pas ce qui venait de lui. Marc Aurèle savait gouverner des hommes, mais il devait encore apprendre à être père. Et cette distinction est capitale. Car l'un des aspects les plus troublants de sa vie n'est pas ce qu'il a fait pour Rome, mais ce qu'il n'a pas réussi à empêcher chez son propre fils, Commode. L'histoire est souvent racontée trop simplement. On dit que Marc Aurèle aurait mal choisi, ou qu'il aurait trahi ses principes. La réalité est plus complexe et plus humaine. Marc Aurèle n'ignorait pas les défauts de Commode. Il n'était ni aveugle, ni naïf. Il savait que son fils était instable. Attiré par le spectacle, par la reconnaissance immédiate, par le plaisir plus que par le devoir. Mais Marc Aurèle faisait face à un dilemme profond. Refuser son fils, c'était risquer une guerre civile. Lui transmettre le pouvoir, c'était risquer l'empire. Aucun choix n'était stoïcien au sens simpliste. Il choisit ce qu'il croit être le moindre mal. Il tente d'éduquer Commode, il l'associe tôt au pouvoir. Il espère que la responsabilité transformera ce que l'éducation n'a pas corrigé. Mais la transformation n'aura pas lieu. Et c'est ici que Marc Aurèle touche la limite de sa philosophie. Car le stoïcisme enseigne que certaines choses ne dépendent pas de nous. Mais accepter intellectuellement cette idée ne la rend pas indolore. Marc Aurèle sait, mais Marc Aurèle souffre. Ces dernières années sont marquées par la fatigue, la maladie et une forme de lucidité amère. Il continue à écrire. Mais ses notes deviennent plus sobres, plus dépouillées, comme s'il n'avait plus besoin de se convaincre. Il comprend que même l'homme le plus réfléchi ne peut garantir la vertu chez ses descendants. Et cette vérité est l'une des plus difficiles à accepter. Car elle signifie que la sagesse n'est pas transmissible comme un héritage. Elle se conquiert ou elle se perd. Lorsque Marc Aurèle meurt en 180 après Jésus-Christ, il laisse derrière lui un empire encore debout, mais fragilisé. Et très vite, les craintes silencieuses qu'il portait se matérialisent. Le règne de Commode marque une rupture. Violence, spectacle, arbitraire. Tout ce que Marc Aurèle redoutait sans jamais l'écrire explicitement. Et pourtant,
Il serait injuste de juger Marc Aurèle uniquement à l'aune de cet échec. Car il pose une question que peu osent affronter. Peut-on être un grand homme public et échouer dans l'intime? Marc Aurèle n'était pas un héros de légende. Il était un homme réel, placé dans une situation impossible. Et c'est précisément ce qui rend son histoire si puissante. Marc Aurèle avait appris à accepter ce qui ne dépendait pas de lui. Mais certaines acceptations laissent des cicatrices que la philosophie ne guérit pas. Aujourd'hui, Marc Aurèle est partout. Dans les livres de développement personnel, dans les vidéos de motivation, dans les citations partagées hors contexte. Mais ce Marc Aurèle-là est souvent une simplification. Un personnage rassurant, un sage figé, un idéal abstrait. La réalité est plus exigeante. Marc Aurèle ne nous enseigne pas comment être calme. Il nous montre ce que cela coûte de tenter de rester juste dans un monde qui ne l'est pas. Il ne promet pas la paix intérieure, il montre le travail nécessaire pour l'approcher. Et surtout, il ne se place jamais au-dessus des autres. Il se parle à lui-même comme à quelqu'un qui pourrait tomber à tout moment. C'est là, sa leçon la plus moderne. La sagesse n'est pas une posture morale. C'est une discipline quotidienne contre ses propres dérives. Marc Aurèle n'a jamais voulu être admiré, il n'a jamais voulu être cité. Il voulait rester digne dans un rôle écrasant. Et c'est précisément parce qu'il n'écrivait pas pour nous que ces mots nous touchent encore. Il ne cherchait pas à convaincre, il cherchait à se maintenir. Dans un monde de bruit, de colère, de décisions irréversibles. Ce que Marc Aurèle nous laisse, ce n'est pas un système philosophique fermé. C'est une attitude intérieure. Reconnaître ses faiblesses. Ne pas les justifier. Ne pas s'y complaire et continuer malgré tout. Il ne nous dit pas que la vie sera juste, il nous dit que nous pouvons choisir comment y répondre. Et c'est peut-être pour cela que son histoire traverse les siècles. Non parce qu'il était parfait, mais parce qu'il était lucide. Marc Aurèle n'a jamais su que ses notes personnelles deviendraient un livre fondateur. Il n'a jamais su qu'on parlerait de lui près de 2000 ans plus tard. Et pourtant, son combat intérieur est étrangement familier. Nous ne gouvernons pas des empires, mais nous gouvernons nos réactions, nos colères, nos peurs, nos responsabilités. Marc Aurèle nous rappelle une chose essentielle. Le vrai pouvoir n'est pas celui que l'on exerce sur les autres, mais celui que l'on tente d'exercer sur soi. Et ce pouvoir-là n'est jamais définitivement acquis. Il se travaille, il se perd, il se reconquiert. Chaque jour. Marc Aurèle n'a pas laissé un manuel pour devenir sage. Il a laissé le témoignage d'un homme qui a essayé. Et parfois, essayer honnêtement est déjà une victoire. Si cette histoire t'a parlé, prends un instant. Pas pour admirer Marc Aurèle, mais pour observer ta propre manière de réagir face à ce que tu ne contrôles pas. Si tu veux continuer cette réflexion, d'autres récits t'attendent sur la chaîne. Il ne donne pas de recettes faciles, il pose les bonnes questions. Abonne-toi si tu veux explorer ces histoires en profondeur. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin, lui aussi, de silence et de lucidité.